Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je suis aujourd'hui avec Mathieu Verne du blog et de la chaîne YouTube Référent SEO. Je ne sais pas comment tu dis ça, Ouais, je dis référent de SEO, les clients disent référent SEO, il y a plusieurs manières de dire, mais c'est bien ça. Bonjour Voilà, Lucie. et donc, bonjour, pardon, oui. Et donc, je voulais l'interroger car je suis sûre et certaine que ces conseils vont vous intéresser en tant que blogueur ou en tant que rédacteur web SEO. Et étant donné qu'on a des techniques assez différentes, même si on a quand même globalement la même approche, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, Mathieu, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je vous conseille surtout de vous abonner à sa chaîne YouTube. Et voilà, je te propose de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, bah écoute, merci. Moi aussi j'ai regardé tes vidéos, elles sont très bien aussi. Euh, oui, bah moi Mathieu Verne, donc ça fait 10 ans que je fais du référencement en tant que consultant. Donc j'accompagne les entreprises vraiment à développer leur visibilité sur Internet. Euh, Moi, mes clients, c'est beaucoup des e-commerce ou des sites, en tout cas, qui ont une forte concurrence. Donc, j'ai été amené à bosser sur des projets qui sont vraiment des challenges et du coup, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes à travailler avec des clients concernés, etc. Donc j'ai commencé par le référencement naturel après avoir fait des études en marketing. Et après, c'est vraiment le web marketing dans l'ensemble qui m'a plu et vers lequel je me suis tourné pour acquérir aussi d'autres compétences autour du référencement naturel, donc avec d'autres techniques d'acquisition de trafic, mais aussi de la conversion, enfin toute la chaîne logique, on va dire, importante dans le web marketing. Voilà. Et aujourd'hui, je suis aussi un petit peu comme toi, en train de me tourner vers l'aspect formation en ligne pour accompagner plus de personnes finalement à travers Internet et des formations directement sur Internet. Tu as suivi la formation blogueur pro d'Olivier Roland, qui, j'en profite pour lui faire de la publicité, hein, permet de renforcer vraiment les liens entre les blogueurs et pour qu'ensuite on avance ensemble et qu'on puisse encore plus facilement créer des liens et apporter toujours plus de valeur à nos audiences respectives. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa dans la formation d'Olivier. C'était la parenthèse. Je suis d'accord avec toi entièrement. Et puis voilà, ça permet, comme on est en train de le faire tout de suite, voilà, le réseau, c'est quand même quelque chose de très important. Enfin, que ce soit un business sur Internet ou dans la vie en général, de toute façon, ça passe aussi par l'humain et par des entre guillemets partenariats, discussions ou tout ce qu'on veut avec d'autres personnes de son environnement. Donc ça apporte beaucoup par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi. Ben justement, qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui pourraient me dire à moi, ou à toi aussi d'ailleurs, Ouais. pourquoi tu fais une interview de Mathieu alors que c'est ton concurrent? Ouais, bah ça c'est la c'est la question habituelle, hein. Je l'ai déjà eu voilà sur d'autres personnes et tout. Moi, je pars du principe que de toute façon le marché il est assez grand pour tout le monde et que on peut davantage faire des choses ensemble que de rester chacun dans son coin. C'est d'autant plus vrai en référencement que Google ne nous dit pas comment ça fonctionne, il va pas nous donner toutes les clés pour arriver à bien faire notre métier. Donc on est obligé d'avoir ce côté d'entraide finalement qui va faire que il y a une personne qui va découvrir que ça fonctionne, une autre personne qui va découvrir que ça fonctionne, mais les deux mis ensemble, et là ça explose, ça donne des résultats vraiment au-dessus. Donc si on se contente d'être chacun dans notre coin, on va tous péricliter, finalement ça donnera rien. Que d'être ensemble, ensemble on va plus loin quoi. Et la concurrence, oui, mais ça dépend comment on le voit. Si on voit ça d'un point de vue concurrence, c'est pareil, on va être agressif, etc. Si on voit ça d'un point de vue partenariat, comme tu l'as dit, on a des techniques différentes, on a à s'apporter les uns les autres. Et moi, je fonctionne comme ça. J'ai des partenaires qui sont des agences web qui vendent du référencement aussi, qui fonctionnent comme ça également. Et ça se passe très bien pour tout le monde et pour le client aussi. Donc, Oui, c'est vraiment ça qui est constructif, moi, ma manière de travailler justement, et ce que je partage dans ma formation et sur ma chaîne YouTube ou mon blog, c'est vraiment des techniques qui ont été apprises sur le long terme après analyse. J'ai été formée par un expert en référencement pendant à peu près 1 an et demi. Par hasard, il m'accompagnait quand j'étais rédactrice, il me disait fais ci, fais ça pour optimiser les articles. Et donc, forcément, au fur et à mesure, j'ai vraiment appris à bien optimiser les articles et à les retoucher pour qu'ils remontent dans les résultats de Google. mhm. Et à côté de ça, il y a tous les blogs que j'ai fait avant et tous les blogs qu'on m'a demandé d'optimiser qui, à force analyser, puis voir en fonction de, voilà, si c'était un site e-commerce, si c'était un blog, si c'était autre chose, voir à chaque fois les résultats en fonction des actions.
Et c'est ça que je partage. En plus des techniques après que je découvre en lisant des blogs ou en regardant des vidéos. Donc, je trouve vraiment que c'est intéressant de partager toutes ces techniques. Toi, tu as appris comment du coup? Ah bah c'est pareil, hein, c'était sur le tas, en bidouillant. Moi, c'est en 2009 que j'ai monté ma société. Donc, ça veut dire que c'est avant que j'ai appris. Donc, avant, il y avait rien. Aujourd'hui, il y a des écoles qui commencent à se faire connaître, des licences rédaction web et référencement, des choses comme ça. Mais ça reste quand même très marginal. Et aujourd'hui, c'est ben voilà, on apprend la technique par des tutos sur Internet, en suivant des blogs, etc. On applique, on se plante, on réapplique, on réussit. Et puis, c'est comme ça que, au fil du temps, mais c'est super long, on arrive à des résultats et puis à voir ce qui passe pas, dans quel cas, etc. Et c'est ça qui fait l'expertise, à mon sens, c'est plus l'expérience que la Complètement. connaissance pragmatique, quoi. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me surprend, c'est de voir parfois des personnes qui parlent de référencement et qui sont elles-mêmes mal référencées, Mhm. alors qu'elles ont un blog depuis plusieurs années et que donc, en principe, ou un site, et qu'en principe, avec le temps plus l'optimisation, normalement, elles devraient avoir des résultats. Et je pense que voilà, être bien référencé, c'est aussi une bonne preuve, ou alors avoir des captures d'écran de nos clients et pouvoir prouver qu'on a permis à nos clients d'avoir des résultats. C'est ça qui est super important aussi. Ah bah tout à fait, c'est la finalité, hein, parce que se référencer, de toute façon, c'est du trafic et c'est du chiffre d'affaires pour les clients. Parce que c'est pareil, si on ramène du trafic qui est pas qualifié, ça sert à rien non plus. Donc c'est pareil, c'est toute la chaîne, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut prendre en compte dans le référencement, et ça passe par bien connaître son persona, sa cible, etc., et faire vraiment une étude. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont trouvé leurs mots-clés, ils ont compris comment fonctionne le référencement, donc c'est bon, ils vont être les rois du monde. Et en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'il leur manque toute la méthodologie et toute la stratégie qu'il y a derrière, je pense. Enfin, moi, c'est la conclusion que j'en tire. Je sais pas toi ce que tu vois par rapport à ça. Ah non, non, moi je suis totalement d'accord, et je pense que le référencement naturel, c'est quelque chose de très long à assimiler, qu'on l'apprend pas en 2 heures, et qu'il faut comme tu le dis, déjà il faut comprendre. Parce qu'il y en a qui veulent appliquer sans avoir essayé de comprendre. Donc après, ils disent j'applique telle et telle technique, mais comme ils n'ont pas compris le référencement dans sa globalité, l'indexation Google, les algorithmes, les mises à jour, le balisage et tout ça, comme ils n'ont pas déjà compris tout ça et l'importance d'un bon trafic, comme tu l'as dit, un trafic qualifié, et donc, les gens ne comprennent pas forcément la différence entre un trafic organique, c'est-à-dire qui provient de Google, de quelqu'un qui avait Ouais. une requête en tête, une question, qui a fait la démarche d'aller sur Google, qui a tapé le mot-clé dans l'espoir de trouver une réponse à sa question. Donc, Mhm. forcément, c'est un prospect qualifié puisqu'il Ouais. attend une réponse, on lui donne. Donc, vraiment, c'est un prospect qualifié qui va avoir beaucoup plus de chances de passer à l'action, à l'achat, à revenir, etc. Par rapport à quelqu'un qui scrolle ses copains sur Facebook et qui d'un coup voit une pub, va cliquer dessus Mhm. par curiosité, va regarder les H2 vite fait et va ressortir. Et là, donc, ça fait un temps très court sur le blog, ça augmente le temps de rebond, et donc ça fait finalement chuter le référencement du site, Mhm. parce que Google va se dire mais en fait il y a plein de monde sur ce site, mais il reste pas, donc ce site est nul. Donc vraiment, à partir sur le trafic organique, tout ça c'est vraiment quelque chose d'important, et ça c'est quelque chose de très simple à comprendre si on l'explique vite fait comme ça. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la plupart des gens ne le réalisent pas. Ils disent ce que je veux, c'est du trafic. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Alors, Et donc, le référencement naturel, il faut déjà l'expliquer, le poser, les bases, ce que c'est. Et ensuite, une fois qu'on a intégré tout ça, comprendre comment ça se passe avec backlink, rédaction, etc. tout Oui, à pardon, fait. tu allais dire. Non, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et non, je sais plus ce que je voulais dire exactement, mais euh, c'est vraiment les gens, du coup, ils ont l'impression que quand ils connaissent, voilà, c'est les différentes étapes, c'est-à-dire, bah, on sait ce qu'on retrouve pas, ce qu'on retrouve partout et ce qu'on va retrouver sur le devis d'un prestataire, etc. C'est sur quel mot-clé je vais être positionné, comment optimiser mon site techniquement, comment donner du bon contenu à Google et comment faire des liens pour être plus populaire et bien se référencer. Si on a compris ça, on est autonome, on peut tout faire tout seul. Sauf que il y a des choses juste sur le choix des mots-clés où ben, déjà les gens sont à côté de la plaque parce qu'ils se positionnent sur quelque chose qui ne correspond pas finalement à ce que s'attendent à voir les internautes, parce qu'ils n'ont pas bien compris justement en fonction de ce mot-clé-là et de l'intention qu'il y a derrière de l'internaute, si leur contenu est réellement pertinent. Donc
il y a vraiment un gros travail de reprendre les bases et moi je le vois dans mes clients, je le vois dans ma formation, même en disant aux gens la méthodologie et ils voient un exemple. Donc ça commence à s'assimiler. C'est la première partie vraiment de l'assimilation des connaissances. Bah, faut quand même revenir à la charge pour les accompagner là-dessus, ce qui est normal. Hein, ils sont pas référenceurs, c'est pas leur boulot, etc. Euh, mais il y a vraiment un décalage entre ce qu'on pense de notre côté de l'écran en tapant un mot-clé et en se disant je vais être référencé sur ce mot-clé-là, et ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire l'internaute, le prospect, qui va vouloir taper cette requête et qui a peut-être complètement autre chose en tête. Et du coup, faut arriver à aligner ces deux choses-là. Et c'est quand on a compris notre prospect et sa façon de rechercher qu'on peut lui proposer les bonnes choses en face des mots-clés qu'il va taper. Et là, c'est parfait, c'est le meilleur trafic qu'on puisse avoir. Alors, juste par rapport à l'histoire, alors c'est pas exactement ce que tu es en train de dire, mais toujours dans le même esprit. Par exemple, j'ai beaucoup de rédacteurs au début, avant de bien comprendre le SEO, qui vont vouloir faire une requête du type booster votre trafic organique. Ouais. Et ils vont me proposer en title booster votre trafic organique. Alors que c'est pas la requête. Quand tu vas sur Internet, tu vas pas taper booster votre, tu vas taper booster son trafic organique ou booster trafic organique. Ouais. Et tu vas pas mettre votre. Et c'est des petites choses comme ça qui, mine de rien, font la différence. Et aujourd'hui, ce que je vois énormément, c'est lorsque les rédacteurs arrivent en fin de formation et qu'ils ont vraiment assimilé tout le côté rédaction SEO, Ouais. c'est qu'ils m'écrivent parfois en me disant « Lucie, au secours, mon client me donne un briefing et en me disant je veux un texte optimisé, faites ci, ça, 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 ça. » Ouais. Et ils me disent « Mais ça ne correspond pas du tout à ce que tu nous as appris. D'accord. Et qu'est-ce que je fais ?» Et alors, ça arrive je leur dis, vous leur expliquez que si vous êtes proche d'eux et si vous sentez que vous pouvez que vous pouvez vraiment leur dire attention, là je te conseille de faire ci, ça, ça. Mais si vous le sentez pas, les gens se vexent très vite quand on leur dit c'est pas ça que tu devrais faire en référencement. Ouais. Parce qu'ils disent ben non, j'ai vu des tutos, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et moi, ça m'est arrivé de dire mais tu l'as vu où? Et là, on me partage un article signé de 2013 alors qu'on est en 2018. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne prennent pas en compte l'importance de la date de publication des articles et des vidéos. Ouais. Et qui doivent comprendre que le SEO, ça change très, très vite et que quand il y a des rédacteurs qui ont des résultats, peut-être qu'il faut leur faire un petit peu confiance. Tout à fait. Mais après, ça dépend vraiment des clients. Hein. Il y en a qui vont être à l'écoute et qui vont rechercher vraiment le conseil en prenant un prestataire en rédaction, en référencement. Ils vont vraiment se dire que c'est quelqu'un qui va leur apporter de la connaissance. Et d'autres qui cherchent purement un profil exécutif. Eux, ils ont les idées, ils savent comment ça fonctionne, ils sont directifs et tu fais ce que je te dis, point barre. Si c'est pas comme il faut, c'est à moi de me remettre en question dans 6 mois. Moi, j'ai eu le cas aussi, des clients qui ont fait ça. Tu peux pas discuter avec eux, donc tu les laisses faire. Et puis 6 mois après, ils viennent vers toi et te disent ah ça fonctionne pas quand même. Et puis là je dis on va peut-être essayer ma méthode. Et puis bizarrement ça marche. D'ailleurs sur moi j'ai beaucoup de lecteurs et de personnes qui me suivent qui écrivent sur les plateformes de rédaction. Ouais. Et sur les plateformes de rédaction web, ça arrive très, très, très souvent qu'on nous demande dans les briefings de faire des articles qui finalement sont pas du tout optimisés, alors qu'ils demandent de mettre les balises, les mots-clés, les machins. Mais quand tu regardes le briefing, c'est la catastrophe. Ouais. Alors, il y en a ça m'est arrivé quand on me demande de mettre 200 mots-clés sur un article de 300 mots. Alors, il y a un moment, c'est carrément illisible. Ouais. Bah, surtout alors, sur les plateformes de rédaction, je sais pas exactement quel est ton positionnement là-dessus, mais je pense qu'il y a pas les mêmes clients non plus sur les plateformes de rédaction pas chères, on va dire, par rapport. Enfin, déjà, il y a des niveaux de qualité sur les plateformes, donc ça doit pas être les mêmes clients qui prennent du 2 étoiles et du 4 étoiles, et le client qui vient vers toi, qui discute avec toi pour de la prestation. Parce que là, sur des plateformes, c'est purement par email, t'as pas les gens au téléphone, donc tu peux pas préciser le brief finalement. Oui, alors j'en profite pour faire une petite pub pour ma plateforme de rédaction Zéro Commission, la rédac du web, puisque vous pouvez aller chercher, pour si quelqu'un est intéressé dans le coin, des rédacteurs qui ont suivi ma formation et qui donc vous proposent leurs tarifs en direct. Et comme je ne prends pas de commission avec cette plateforme, eh bien, ça vous permet d'avoir d'une des rédacteurs premium et de deux de les avoir à peu près au même prix que sur les plateformes, sachant que les plateformes, elles, prennent leur commission, qui est largement méritée d'ailleurs, puisqu'ils font un gros travail derrière de mise en relation avec des clients. Mais moi, j'ai investi dans cette plateforme et ça permet à mes rédacteurs de recevoir quelques clients sympas.
Voilà. Et c'est du gagnant-gagnant pour tous les entrepreneurs qui n'ont pas à payer de commission et qui peuvent aller directement piocher dans mes rédacteurs. Et en plus, voir leur profil, les contacter directement. Donc, c'est vraiment top pour eux. Super idée. Alors, à ton niveau, je voulais savoir déjà, par exemple, quels conseils tu donnerais à des rédacteurs web SEO et qu'est-ce que tu leur dirais s'ils doutent du référencement, enfin de l'intérêt de se former au référencement ou d'écrire des articles référencés. Voilà, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Ouais. Alors, ce que je dirais aux rédacteurs web, c'est que, en gros, aujourd'hui, c'est qu'il faut pas dissocier la rédaction et le côté référencement. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que ça rentre de plus en plus dans les mœurs aujourd'hui, mais c'était pas encore le cas il y a 2-3 ans. Et il y avait vraiment des rédacteurs type journaliste d'un côté, et puis des rédacteurs SEO de l'autre. Et aujourd'hui, si tu prends pas en compte le côté référencement, t'es mort. Ton métier, il a pas d'avenir. Par contre, si tu le prends, bah là, tu peux vraiment apporter beaucoup à ton client parce que il va avoir les mots qu'il attend et il va avoir le positionnement qu'il attend sur Google. Et la rédaction est tellement importante, c'est vraiment un pilier fondamental dans l'algorithme de Google qu'on peut pas s'en passer. Donc pour moi, c'est vraiment un métier d'avenir. Je pense que voilà, le référencement dans la rédaction web, c'est essentiel. Faut pas faire de faute d'orthographe, tout ça, mais ça tu le répètes suffisamment, on va dire, ça c'est les bases. Et la formation, c'est obligatoire aussi et ça fait gagner un temps fou. Alors, toi, tu as une méthode que je connais, mais que j'utilise très peu, c'est de travailler avec le volume, le taux de clic, la concurrence, la compétition. Et comme j'aime pas trop cette technique parce que je suis beaucoup plus littéraire que scientifique, Ouais. et bien du coup, je me suis dit que c'était super de t'interroger là-dessus pour apporter vraiment de la valeur à mon audience. Et donc, c'est l'occasion que tu nous parles un petit peu de tes techniques à toi. Voilà. Si Ah bah c'est là où la complémentarité est intéressante du coup. Super. Ouais, alors moi je travaille pas mal avec les volumes de recherche en effet parce que Google nous donne tout simplement le nombre de recherches qu'il va y avoir derrière un mot-clé. C'est-à-dire que si j'ai un métier en particulier, je vais aller sur l'outil des générateurs de mots-clés de Google, qui est dans Google AdWords, je vais taper mon mot-clé et il va me donner le nombre de fois où c'est tapé tous les mois. Sachant que c'est une moyenne sur les 12 derniers mois. Donc, il faut prendre en compte aussi la saisonnalité. Forcément, si on parle de vacances au ski, il faut prendre en compte qu'il y aura sûrement plus de recherches en décembre, janvier, février qu'en août. Petite parenthèse, on peut utiliser, je mettrai le lien dessous, on peut utiliser Google Trend pour voir les modes des mots-clés. Tout à fait. Justement, avec les saisonnalités. Voilà, je mettrai le lien sous cette vidéo. Du coup, ça nous permet de voir aussi les mots qui sont recherchés. Parfois, on a un mot-clé en tête et finalement, c'est pas forcément celui-là qui va faire le plus de volume de recherche parce que il y a peut-être un autre mot-clé complémentaire ou synonyme qui va être plus utilisé par l'internaute en particulier. C'est vrai ça notamment dans les métiers techniques où on arrive avec notre jargon technique et on pense que tout le monde le connaît alors que pas forcément. Et c'est un langage plus de monsieur tout le monde finalement qui est recherché sur Google. Donc déjà rien que pour ça moi ça m'aide et c'est dans la recherche finalement de mots-clés et de savoir où aller, quelle stratégie mettre en place, quelle page créer pour atteindre ces mots-clés-là. Et d'un autre côté, ça permet aussi d'avoir une visu finalement sur le potentiel de trafic qu'on va pouvoir acquérir. C'est-à-dire que si un mot-clé est recherché 10 000 fois par mois, on peut savoir que en étant premier sur cette requête, on va faire à peu près un tiers de trafic. Donc 10 000 recherches par mois, ça va faire 3 300 recherches sur mon site tous les mois. Alors ça, c'est vraiment à prendre en compte en fonction de la typologie des recherches. S'il y a 3 résultats AdWords, des résultats Google Maps et puis après du shopping et qu'il y a le résultat naturel en dessous, ce sera pas le cas. Donc, il faut vraiment mettre ça. Prennent beaucoup de place. Ouais. Ah bah des fois oui, c'est noyé et puis le premier résultat naturel en fait c'est le 7e résultat de la page. Donc là la règle des 33% va pas être valable. Mais d'un point de vue général, si on a une SERP standard, on va pouvoir partir de ce principe-là. Donc c'est toujours intéressant de savoir voilà mon objectif maximal c'est ça. Et avec tous tes mots-clés principaux, tu vas pouvoir te dire OK, je peux faire à peu près tant de trafic par mois si je suis premier partout. Et ça peut faire ton objectif et te dire, après, en fonction de ton taux de conversion, de ton panier moyen, etc., le chiffre d'affaires que tu peux faire, la marge que tu peux faire et la rentabilité que tu peux avoir. Et après aussi te dire, qu'est-ce que tu es prêt à investir d'un point de vue monétaire, temps, etc., pour atteindre ces objectifs-là et voir la faisabilité finalement de ton projet.
Et comme moi, je travaille pas mal sur des projets qui sont quand même sur la concurrence assez importante, bah, c'est important d'avoir cette vision-là de volume pour savoir également sur quelle priorité on va partir. Tu vois? Est-ce que c'est clair du coup la façon Oui, d'utiliser c'est cette méthode pour très, toi? très ouais, c'est très, très clair et du coup, ça m'a fait un flashback Ouais. et je me souviens que j'ai tellement utilisé cette méthode pendant longtemps Mhm. et tous les jours, plusieurs heures par jour, on me demandait de faire ça pour l'agence de stratégie digitale pour laquelle je travaillais à l'époque avec le référenceur. Ouais. Et en fait, que je le fais plus parce que je l'utilise plus parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais des mots-clés qui me venaient en tête, c'était ceux qui apparaissaient sur les logiciels pour trouver les volumes. D'accord. Et du coup, quand j'allais beaucoup plus vite à réfléchir Ouais. et à écrire mon article parce que les mots-clés me venaient naturellement, Mm. plutôt que d'aller les chercher, perdre du temps à regarder, et sachant qu'après, bah, j'avais des résultats. Si Mm. j'avais pas eu de résultats, peut-être que j'aurais continué, mais sachant que j'avais des résultats, du coup, j'ai arrêté de le faire. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des résultats pas mal du tout, même très bien, sans faire cette technique, Ouais. juste en réfléchissant au champ lexical, en développant, Mm. en évitant justement les titles du style votre au lieu de son, Oui. en faisant des titres beaucoup plus neutres, copyrightés pour augmenter le taux de clic et tout Ouais. ça. Et ça marche. Mais ça ne veut pas dire que ça marcherait pas encore mieux si on faisait cette technique. Mais c'est vrai qu'elle prend du temps. Un Ouais. rédacteur, déjà, qui doit écrire, si en plus il prend ce temps pour faire une Google Sheet, écrire les volumes, Mm. faire des projections Ah. sur le long terme et tout ça, ça va lui prendre vraiment beaucoup de temps. Et Ouais. après, on sort un petit peu du métier. Alors que s'il essaie de comprendre dans la globalité et d'avoir des automatismes comme ça et Mm. d'avoir les bons réflexes pour trouver les mots-clés, peut-être qu'il gagne du temps. Et c'est là que plus on gagne du temps, plus mieux on est rémunéré finalement, puisqu'on est rémunéré soit à l'heure, soit au mot. Pour l'instant, ça marche. Mais je pense que c'est intéressant quand même, enfin c'est sûr pour un rédacteur web SEO, c'est intéressant de connaître cette méthode aussi. Je la montre brièvement Mm. dans ma formation d'ailleurs, mais je ne m'attarde pas vraiment Ouais. dessus. Voilà. J'arrive à Non, faire sans. je comprends et puis enfin je pense pas qu'il faut que tu changes ta façon de faire parce que c'est vraiment deux choses complémentaires à mon sens. C'est-à-dire que la technique que j'ai présentée là, c'est vraiment à faire en amont de toute stratégie pour savoir derrière à quoi on a affaire et vers quoi on se lance. Parce que sur un mot-clé de type commercial sur une boutique en ligne, c'est pas un article de blog qui va se positionner par exemple, c'est une fiche produit. Donc, ou même une catégorie, par exemple. C'est là où il va y avoir le plus de volume de recherche, c'est sur les pages catégories, généralement. Donc, là, la rédaction, on la prend pas dans le même sens qu'un article de blog, finalement. Parce que c'est plus du contenu pour Google que pour l'internaute, en plus, pour se positionner sur un mot-clé qui va générer vraiment du trafic sur le long terme, mais beaucoup. Donc ça, c'est la technique que j'utilise au départ. Mais après, en effet, quand on est sur la rédaction d'articles de blog ou voilà des contenus récurrents, enfin qu'on va publier de façon fréquente, je suis sur la même méthodologie que toi et je commence toujours par dire aux gens, déjà, servez-vous de votre tête. Le meilleur outil, c'est celui-là. Et après, vous pouvez aller voir ce qui se passe sur les sites concurrents pour vous inspirer un petit peu de d'autres mots-clés ou être sûr que vous avez fait le tour de la question, etc. Tout simplement connaître ce sur quoi vous allez parler, tout simplement. Et là, c'est beaucoup plus voilà, la méthodologie de l'esprit qui rentre en jeu que des outils. En gros, moi je dis, il faut avoir un mot-clé principal en tête et après le reste, ça en découle avec ta réflexion. Donc ça rejoint, je Oui, pense, ta voilà. technique à toi. Voilà, tu peux avoir la technique où tu penses à une requête clé qui va apparaître dans ton title. Après, Ouais. tu peux fermer les yeux, prendre une feuille et puis noter tous les mots qui te viennent à l'esprit quand tu penses à cette requête. Et faire un travail comme ça voilà, pour Ouais. placer tes mots-clés. Tout à Mais fait. ce que je voulais préciser à ceux qui nous regardent, c'est qu'en fait, toi, finalement, ton travail, comme tu disais, il est complémentaire des rédacteurs parce que un référenceur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va préparer la stratégie pour un site e-commerce, un blog ou autre, un site d'entreprise. Il va préparer la stratégie, il va réfléchir aux mots-clés à placer, et ensuite, soit l'agence de stratégie digitale, soit le client, va envoyer le travail du référenceur sous forme de fichier Excel, par exemple, au rédacteur, et le rédacteur, à partir des requêtes clés, va choisir un title, et puis il va remplir son article avec tous les mots-clés qui ont été conseillés par le référenceur. Et ça, c'est un bon briefing, un vrai briefing. Ouais, Voilà, ouais. tout simplement, tu as une trame Google Doc, par exemple,
plus ce fichier Excel. Et très souvent, hein, quand on travaille avec des clients directs et pas via des plateformes, et encore, il y a des plateformes qui le font, on nous envoie un Google Doc avec le briefing écrit, on nous envoie un fichier Excel avec les mots-clés, et à partir de la structure et des mots-clés, on doit rédiger des articles optimisés où là, on doit mettre notre patte ou pas, hein, si c'est des fiches produits, il n'y a Ouais. pas trop de style. Ouais. Mais oui, mais sinon, généralement, c'est quelque chose de très neutre pour les sites e-commerce et quelque chose de très sympa et qui fait intervenir notre créativité quand c'est du blogging. Ouais, tout à fait. Bah non, et puis le blogging, c'est là où il faut justement pas se fermer à une liste de mots-clés finie, parce que le blogging, c'est là où tu peux vraiment toucher la longue traîne. Donc finalement, plus tu vas dire ce que tu veux dire de façon complète, plus ça va fonctionner. Donc, et puis si on commence avec une méthode comme ça qui prend 2 heures pour, enfin c'est bon, tout le monde va arrêter d'écrire. Donc le but c'est pas ça non plus. Et justement, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'une longue traîne, s'il te plaît? Alors ouais, une longue traîne. Pour faire simple, ça va être une suite. Quand on parle d'un mot-clé, en fait, un mot-clé peut être composé de plusieurs mots. La longue traîne, ça va être un mot-clé qui est composé de au moins 3 ou 4 mots. C'est-à-dire que si vous écrivez un article sur la rédaction web, votre mot-clé, ça va pas être forcément rédaction web à chaque fois, et sûrement pas. Mais la longue traîne va peut-être vous amener à rechercher un mot-clé du style comment trouver une plateforme de rédaction web sur Internet. Ça va être un mot-clé de longue traîne. Et peut-être que ce mot-clé-là, il va ramener un visiteur chaque jour sur votre site. Et du coup, au bout de la fin de l'année, ça fait quand même plus de 300 visiteurs sur votre site. Et c'est l'accumulation de tous ces mots-clés, parce qu'il y en aura des dizaines et des dizaines finalement, qui vont ressortir naturellement de l'article des rédacteurs, qui va faire que ça va générer beaucoup de trafic sur le site. Parce que après, un par jour, mais s'il y a 100 articles sur le blog, ça fait 100 par jour, etc. Et ça monte en charge comme ça. Oui, c'est pour ça que des fois, on peut recevoir en tant que rédacteur des très gros lots. Alors, c'est sûr que ce n'est pas les missions les plus passionnantes, mais par exemple, si tu as un vendeur je ne sais pas moi, revendeur Apple qui a plusieurs magasins dans la France, il va vouloir ranker sur revendeur Apple Montpellier, revendeur Apple Nîmes, revendeur Apple Bordeaux, revendeur Apple et après revendeur Apple d'occasion Nîmes, revendeur Apple d'occasion Montpellier. Et donc à chaque fois, s'il veut ranker à chaque fois sur chaque requête, à chaque fois il va lui falloir un article de 150 grand minimum, 150 mots. Ouais. Mais mieux minimum 300 mots. Donc ça fait vraiment beaucoup de volume pour les rédacteurs. Après, je reconnais, c'est pas les missions les plus passionnantes, mais en tout cas, ça fait du volume et ça permet de s'entraîner. Ouais. Ça, je pense que à l'avenir, ça va avoir tendance à diminuer quand même. J'espère pour votre métier aussi, parce que avec Google RankBrain, un des derniers algorithmes qui est passé, où vraiment Google a mis de l'intelligence artificielle dans son algorithme, tous ces concepts sont rapprochés, donc Google comprend quand même de mieux en mieux ce que recherche réellement l'internaute. Et typiquement, là sur ton exemple de reconditionner ou de occasion, Google va comprendre que la personne recherche la même chose et il faudra une unique page pour parler de ça. Et non pas, comme avant, plein de mini-articles de 150, 200, 300 mots. Donc, on va plus sur des articles vraiment très, très complets, du style, la moyenne, je crois, des pages qui se positionnent bien sur Google, c'est 1800 mots, 1790, je crois, d'après Backlink Call. 1800 et quelques, ouais. Voilà. Donc, les pages de 300 mots, vraiment, c'est quelque chose qui va disparaître de plus en plus, hein. Même sur des pages catégories de e-commerce. Sur des pages produits, c'est pas forcément le cas, parce que l'idée, c'est quand même pas de noyer l'internaute dans du contenu et ça lui apporte rien. Là, c'est plutôt les bénéfices produits qu'on va mettre en avant. Donc, on passe d'un côté SEO sur un côté plus copywriting, mais vraiment sur le côté référencement, je pense qu'on va sur des longs contenus et que les petits contenus pas très sympas à rédiger, vous allez en avoir de moins en moins. Je pense que, je sais pas si t'as la même vision. Moi, je pars toujours du principe que Google tente d'être de plus en plus intelligent pour se rapprocher de plus en plus du cerveau humain. Et comme le cerveau humain, il n'a pas envie d'avoir des petits résultats qui se ressemblent tous en fonction d'un mot qui change dans la requête, la logique veut effectivement qu'on se dirige vers un algorithme qui comprend à force les attentes de l'Internet et qui lui donne quelque chose
qui lui convient. En plus, comme il y a la géolocalisation et tout ça, généralement, ça devient de plus en plus précis. Mais ça m'amène à une question que j'ai parce que je sais que les référenceurs ne sont pas tous d'accord et du coup, j'aimerais avoir la réponse. J'ai ma petite idée. Est-ce que Google prend en compte l'ensemble du site ou les pages par page à chaque fois pour le référencement? Tu vois ce que Alors, je veux dire? je Est-ce crois que comprendre. oui. Alors, en fait, il va prendre l'ensemble du site en compte dans le sens où si tu parles de banane sur une page et de rédaction web sur une autre, il va se dire quelle est la relation, quoi. Enfin, j'attends quand même un site qui soit sur une thématique. Enfin, il est expert de quelque chose. Là où c'est faux, c'est sur les sites type Amazon, parce que là, il y a une notoriété tellement grande qu'ils peuvent parler de tout et de n'importe quoi, ils se positionneront toujours. Mais le statut d'expert sur Internet est très important. Donc, en ayant un site vraiment thématisé sur quelque chose en particulier, donc dans son ensemble, là, l'ensemble du site, vous aurez plus de chances de ressortir, même face à des géants du web. Donc, là, Google prend le site dans son ensemble. Maintenant, quand il va définir comment positionner une page, il va en choisir une. Vous n'allez pas avoir 50 pages qui vont ressortir sur un seul mot-clé. Donc, il faut bien identifier, et là, c'est le début de la stratégie, comme je disais tout à l'heure, sur quelle page va être positionné tel mot-clé. Et après, l'idée, c'est pas de faire 50 articles de blog sur exactement le même mot-clé, parce qu'ils vont se concurrencer les uns les autres finalement, et ça va vous desservir plus qu'autre chose. Donc, il faut bien avoir son plan en se disant, cet article, pourquoi je le fais? Pour quel mot-clé? Sur quel mot-clé je veux me positionner et qu'est-ce qu'attend l'internaute là-dessus? Et donc, là, on peut se dire que c'est à la notion de l'article en lui-même. Mais plus vous avez d'articles connexes autour et puis qui font des liens internes à cet article, et ben plus votre article va avoir de poids, de ce statut d'expert, etc. Alors, est-ce que C'est ça... d'ailleurs un petit peu la technique du cocon sémantique. J'ai fait Ouais. une vidéo là-dessus, Ah bah oui. où avec le maillage interne, on va donner de la puissance à un article qui est le plus important. Généralement, on fait un article long, peut-être 3 000 à 4 000 mots, sur vraiment un mot-clé qu'on veut mettre en valeur. Et à côté de ça, quand on fera d'autres articles, on va essayer de les pousser, de les renvoyer grâce au maillage interne vers cet article qu'on veut mettre en valeur. C'est exactement ça. Le cocon sémantique, c'est vraiment quelque chose de très très puissant sur des requêtes concurrentielles. Et c'est l'architecture parfaite des contenus et des liens internes, quoi. Tu le fais, toi, Ouais, je le fais. pour ton site? Sur mon site, ouais, ils peuvent aller voir les gens s'ils veulent au niveau de mon guide de référencement, par exemple. Comme ça, ils pourront essayer d'étudier un petit peu comment ça se passe. Ouais, moi Parce je le que fais sur mon moi, site. je ne le fais pas du tout sur mon site, tu vois, par exemple. Ouais. Alors, Parce que ça prend tellement de temps de l'étudier, de préparer ouais. la structure, l'architecture, que c'est pas aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ma priorité. Tous les secteurs s'y prêtent pas non plus, hein. Donc après, il faut vraiment que ce soit utile. Il faut pas faire un cocon sémantique juste parce que c'est à la mode. Il faut avoir vraiment, enfin, que ça fasse partie de la stratégie. Et moi, je le fais sur une partie de mon site. C'est pas tout mon site qui suit cette architecture-là. C'est vraiment une petite partie qui fait, je sais pas, ça doit faire 25 pages. Donc c'est un petit cocon. Après, j'ai déjà mis ça en place pour des clients où on est à 150 pages. Donc derrière, Wow. faut avoir la stratégie parce que tu rédiges pas 150 pages en te disant, bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Ouais. J'imagine une fois qu'il est bien référencé sur Google, pour le détrôner, ça doit être pas facile. Quand tu as Ouais. 150 pages qui pointent vers le... Bah, ça dépend de tes concurrents, hein. Là, je suis en train d'en faire un pour un client. Il y a plus de 300 pages dans le cocon. Et il y a un D'accord. concurrent qui a déjà utilisé cette technique. Donc, nous, il faut qu'on soit plus malin, qu'on aille plus loin, qu'on apporte plus. Donc là, c'est pareil, c'est du gros challenge. Mais c'est pareil, les 300 pages, tu les rédiges pas comme ça en 2 mois, quoi. Eh ben ouais. Et ils prennent qui comme rédacteur, ces gens-là? Ah, ils prennent un rédacteur dont je t'ai déjà parlé. Ah oui, et il fait les 300 pages? Non, enfin, je sais pas. Pour l'instant, en fait, on part niveau par niveau parce que l'idée, c'est d'avoir la structure complète. Et après, Ouais. c'est en fonction des moyens financiers du client aussi. Donc, on va commencer par 30 pages. Et puis après, en fonction du budget qui se libère, des résultats, etc., on continue à développer ce cocon-là. D'accord. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Mathieu, il a interviewé, d'ailleurs c'est intéressant, un rédacteur web avec lequel il travaille et je vous mettrai aussi le lien sous cette vidéo. Je reviens à la question que j'avais posée à Mathieu avant, c'est-à-dire par rapport au référencement d'un site ou d'une page. Donc effectivement, Google voit une page mais reste connecté à l'ensemble du site, puisque si, comme il disait, on écrit sur la rédaction web et que du jour au lendemain on écrit un article sur la banane, eh ben, l'article sur la banane risque d'avoir du mal à ranker dans les premiers résultats de Google, étant donné que le reste du site n'est pas sur la banane.
même si l'article est super bien optimisé. Ce qui fait que je réponds à une question qu'on nous pose très, 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 très souvent, c'est dois-je faire un blog sur une niche ou un blog généraliste? Évitez les blogs généralistes, sauf si vous avez 1 ou 2 millions d'euros de budget. Ouais. Parce que vraiment, il faut partir sur une niche si vous voulez espérer être bien référencé. Alors bien sûr, les sites Psychologie Magazine, Amazon, je sais pas, voilà, il y en a d'autres très bons, très bien référencés, santé, passeport santé, tout ça, voilà, qui vont ranker très vite sur pratiquement n'importe quelle requête. Et donc, ils vont ranker très facilement alors que leurs articles sont pas super bien optimisés. Et puis, par contre, si vous êtes un petit site avec un petit trafic, alors un petit trafic, ça peut toujours être 10 000 visites par jour, ça peut rester un petit trafic par rapport à des gros sites. Mm. Donc, vraiment, choisissez une niche si vous vous lancez dans un blog et c'est uniquement comme ça que vous pourrez espérer avoir du trafic organique parce que sans trafic organique, on est condamné, nous, petits blogueurs, je parle par rapport, ben oui, par rapport à tous les gros sites, on est condamné à faire de la pub payante et voilà. Soit tu optimises ton site dès le début et tu as des résultats, des visites organiques et puis tu peux te concentrer sur autre chose. Ouais. Quand tu es blogueur, là on s'adresse plus aux blogueurs qu'aux rédacteurs, Mm-hmm. soit tu fais du contenu pas optimisé et tu payes des pubs Google AdWords et tu payes des pubs Facebook ad vitam aeternam parce qu'en plus ça va te faire un méga taux de rebond et que pour retrouver un bon référencement, ça sera super dur. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, parce que tu capitalises vraiment sur ce que tu fais. Les premières semaines, tu te dis, bon, bah, je rédige des articles, ça m'apporte pas grand-chose. Mais après, très rapidement, au bout de quelques mois, tu vois que, bah, finalement, tes articles que tu as rédigés il y a 3 mois te rapportent du trafic. Et puis ça, 2 ans après, c'est encore valable. Et combien il y a de blogueurs qui disent, bon, bah là, j'ai pas pu rédiger pendant un mois, mon trafic, il a encore explosé, quoi. Parce que tu capitalises vraiment. Alors, faut pas s'arrêter de travailler pendant 6 mois non plus, hein. L'idée, c'est quand même d'apporter de la fraîcheur. Mais il y a vraiment une base extrêmement solide qui se construit si il y a la bonne méthodologie et puis du contenu qui est bien optimisé. Ouais. Et du coup, Mathieu, est-ce que tu as envie d'ajouter des choses que tu aurais envie de dire, soit au rédacteur, soit au blogueur, sur le référencement, je sais pas, que tu as envie de partager Eh ben, j'ai envie de dire que le référencement, c'est génial. J'ai vu que toi, tu avais fait une vidéo sur la rédaction web, c'est génial. J'ai vu ça tout à l'heure. Et moi, je crois que c'est la première vidéo de ma chaîne, c'est le référencement, c'est génial. Je pense que c'est aussi une question de passion. Après, faut être animé par ce qu'on fait, être convaincu. Parce que si on fait de la rédaction web en se disant bon bah il paraît que ça marche, j'applique ça, etc. Ça marche pas. Faut s'y donner corps et âme quoi dans le truc. Et là, bah on persévère, on atteint des résultats. Donc je pense qu'il y a le côté mindset, comme disent les Américains, qui est important aussi dans la réussite sur le web, quoi. Et ça, juste, c'est quelque chose qui, pour moi, est super important et c'est la magie d'Internet, du blog et des communautés. C'est que moi qui vis en Nouvelle-Calédonie, paumée sur mon île avec très peu d'habitants, je me sentais vraiment mais comme un ovni ici. Ouais. J'ai personne qui travaille sur le web autour de moi. Ouais. Et quand je disais, mais je suis passionnée par le référencement naturel sur Google. Quelle est cette folle? On me disait, comment comment tu peux être passionné par apparaître sur Google? Enfin, c'est quoi cette passion bizarre? Je veux bien que tu aimes le poney, le whisky, le pole dance, mais comment tu peux te passionner pour le référencement sur Google? Et en fait, il faut expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Ce qui est génial, c'est que moi, je fais souvent la comparaison avec du sudoku. Tu réfléchis, tu testes, enfin, tu essaies de trouver le truc qui va à la fin te donner un résultat. Et il y a un côté vraiment stratégie, même si je dis que je suis littéraire, il y a un petit côté quand même mathématique, résultat et tout, qui m'amuse, mais vraiment, aller sur Search Console, analyser les résultats, regarder les courbes de croissance des gens, de tes clients que tu as aidés, voir que tu obtiens du trafic. Enfin, c'est comme des points, quoi, et c'est hyper gratifiant. Et c'est très ludique. C'est ludique. Et tu vois, j'ai interviewé Miss SEO qui disait exactement la même chose. Elle disait, ça m'arrive le week-end. Au lieu de partir en week-end, je me dis, ben non, je vais faire du référencement, mais parce que ça nous éclate. Il y en a, ils jouent à tes machin, ben, c'est le référencement, ça a un côté ludique. Tu peux en faire pendant des heures et tu te lasses pas, quoi. Moi, j'adore ça. Ouais. Je comprends complètement Bon, bah, ce que tu dis. Je me sens moins seul.
Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est pareil avec la rédaction web et j'ai Ouais. créé un groupe Facebook sur la rédaction web qui s'appelle Parlons Rédaction Web. Et il y en a plein qui deviennent accros aux plateformes. Et j'ai même une élève un jour qui m'a dit bah, ce week-end, je pars au mariage d'un copain et j'ai pris mon ordinateur. Alors ça, c'est abusé par contre, parce qu'il faut bien essayer de... Faut quand même Je séparer. la comprends, hein, mais il faut vraiment essayer de faire une digital detox et de profiter des autres choses que la vie nous offre. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, moi, je dis souvent à mes clients que c'est le jeu du chat et de la souris avec Google, en fait. Donc, c'est que tu fais un coup, tu vois comment Google réagit, t'en fais un autre, et c'est sans fin, quoi. C'est et c'est pareil, j'ai des clients moi aussi qui me disent ah bah c'est trop bien, là j'ai compris le truc, du coup je m'amuse à faire ça ici, ça ici, ça ici, et puis on Eh va ouais. faire des gamins, quoi. Ils ont eu la petite lumière qui s'est allumée aussi. Je sais pas si Ouais, c'est une bon, bonne bah, lumière, ouais, mais ça plaît vraiment à beaucoup de monde. c'est bien du coup, ouais. Bon, bah, c'était très sympa. Je profite de t'avoir pour savoir si tu seras présent le 23 juin à la rencontre avec mes élèves. J'aimerais bien D'accord. venir. Donc c'est noté. Ouais, il y aurait une grosse valeur ajoutée si tu étais là pour tout le monde, les blogueurs et pour les élèves. Yes, non, ça va être super intéressant. Je pense que tu vas apporter beaucoup de choses et que cette rencontre sera top pour les rédacteurs, pour nous professionnels si moi je suis là aussi. Si je suis pas là, ce sera bien pour vous aussi. Euh, mais non, non, je viendrai avec plaisir si je peux effectivement me libérer. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Mathieu. Bah merci à toi, Euh, Lucie, et c'était puis très intéressant. donc ta chaîne YouTube, c'est... Alors, vous pouvez me retrouver sur, en fait, c'est référent de SEO, comme on l'a dit au début, donc REFERENSEO, comme SEO référencement. Voilà, le lien en dessous de la Lien sous vidéo. la vidéo. Et en fait, mon nom, c'est Mathieu Verne, donc vous me retrouvez sur les réseaux, soit avec Mathieu Verne, soit avec référent de SEO, soit les deux attachés. Donc, je suis sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur LinkedIn, je suis partout. Et avec mon site. La puissance de l'écosystème Ah ouais, dans le blogging. c'est ça. Voilà, donc oui, la chaîne de Mathieu est vraiment complémentaire à la mienne et donc je vous conseille vivement de vous abonner, comme ça fera plein d'idées, hein. Plus on apprend, meilleur on est. Tout à fait. Bah, merci.